Bonsoir. Bon, on va démarrer la rencontre, même s'il y a encore quelques petits retardataires qui arrivent. Merci d'être là donc, pour cette soirée quand la mode se drape d'éthique qui a lieu dans le cadre de notre exposition J'ai rien à mettre sur la mode en fait. Le sous-titre c'est de la fast fashion à la mode responsable. Alors la fast fashion c'est quoi? C'est toute cette mode qui va très très vite, trop vite parfois. Dans certains magasins on va jusqu'à 8 collections par an. Donc en fait on a à peine le temps d'acheter qu'il faut déjà réacheter. Enfin ce que vous pousse en tout cas ces enseignes-là à faire. Et nous avec notre exposition, le propos c'était de dire on peut faire différemment. Il y a plein d'alternatives à la fast fashion. On n'est pas obligé d'aller dans ces enseignes-là pour s'habiller. Voilà, donc posons-nous, voyons un peu ce qui ne va pas dans ce modèle-là et comment on peut s'habiller autrement sans sacrifier son style. Ce soir, on fait un petit zoom sur le commerce équitable dans la mode. Dans le commerce équitable, c'est que 3% des ventes, la mode dans le commerce équitable, c'est que 3% du commerce équitable global. C'est vrai que le commerce équitable, on pense au café, au thé, au chocolat, aux bananes, mais on ne pense pas forcément à la mode. Et pourtant, il y a vachement de retombées positives quand on achète des vêtements éthiques et du commerce équitable. Donc ce soir, on voulait faire le point sur les impacts vraiment positifs et on a 3 intervenants qui seront là pour en parler. Donc on a Malika Vignon de l'ACESA, qui est l'association pour le commerce équitable en Aquitaine. Agir pour le commerce équitable en Aquitaine. Aziza Hamout, qui est à côté de moi, qui fait partie de l'ONG Ressources Humaines Sans Frontières. Et Carole Girard qui va arriver un petit peu plus tard parce qu'elle a une boutique où on achète donc des vêtements équitables et qui viendra nous parler de quelques marques et entrepreneurs qui se sont engagés dans cette démarche-là, qui sont venus soit de la mode un peu traditionnelle, soit qui dès le début ont eu un projet en commerce équitable et qui va nous raconter un peu ces différentes histoires. Voilà. Donc, on va démarrer avec Aziz. Cette conférence est enregistrée, donc je vais vous demander à tous de bien parler dans le micro. On fera des échanges un peu plus tard avec vous. Donc, si vous parlez, vous attendez d'avoir le micro pour enregistrer. Comme ça, les personnes qui n'ont pas pu assister à cette rencontre pourront entendre vos questions et les réponses. Donc, on va démarrer avec Aziz. Aziz, on va faire le point. On va démarrer par le côté pas sympa, parce qu'il faut aussi en parler, et je pense que c'est important. Même si ce soir, on voulait vraiment axer sur le positif, on va aussi parler du négatif, et notamment les conditions de travail dans le monde. Donc Aziz nous a préparé, je vais enlever ça, et on va démarrer sur les petits slides. Voilà, pour faire le point sur les conditions de travail dans le monde. Ah, c'est pas le début ? Ah. Donc, bonsoir à tout le monde. Merci de vous être déplacés ici pour cette rencontre. Pour me présenter, donc, je m'appelle Aziza Hamout. Je travaille pour l'ONG toulousaine qui s'appelle Ressources Humaines Sans Frontières. Et nous, on lutte contre le travail forcé et le travail des enfants. Et on est plutôt spécialisé dans la chaîne de sous-traitance. Donc, on mène des actions sur le terrain, des études, des projets. Et on essaye d'accompagner aussi quelques entreprises dans leur démarche, notamment de RSE, de responsabilité sociale des entreprises. Et on essaye un petit peu de sensibiliser le grand public aux conditions de travail des salariés et au travail des enfants. Voilà un petit peu ce que l'on fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que l'on fait. Il y a quelques documentations sur la table. Et puis, vous pouvez aller sur notre site ou vous poser des questions après la rencontre. Pour entrer dans le vif du sujet, donc moi je vais vous parler un peu du négatif, donc c'est mon rôle. Je vais vous définir un petit peu ce qu'est le travail forcé. Vous l'avez ici, donc la Convention 29 de l'Organisation internationale du travail a défini ce que c'est. Donc c'est un travail ou service exigé de l'individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel le dit individu ne s'est pas offert de plein gré. Nous, on distingue 4 indicateurs pour le travail forcé, ce qui est le consentement. Donc l'absence de consentement libre et éclairé d'une personne. La contrainte, qui peut être la contrainte physique, la menace,
qui peut être également de la violence, mais également de l'endettement. On le retrouve dans beaucoup de pays, notamment en Inde, où les salariés s'endettent auprès de patrons ou de producteurs, et on se retrouve en situation de travail forcé. L'isolement, alors il y a l'isolement à l'intérieur d'une famille, des personnes qui sont victimes à l'intérieur même d'une famille, et également au niveau de la barrière de la langue, quand on a des migrants qui se déplacent d'un pays ou à un autre, qui ne comprennent pas la langue du pays et qui se retrouvent isolés à cause de la langue. Et après l'autonomie, où on a une restriction des papiers. Dans certains pays, c'est légion où les employeurs prennent les passeports, les papiers d'identité et empêchent toute liberté de mouvement pour les salariés. En ce qui concerne le travail des enfants, alors en gros, c'est les activités qui privent les enfants de leur développement physique et de leur développement intellectuel via l'école. Donc en gros, ce qui empêche les enfants de se développer physiquement, alors le travail des enfants, par exemple dans l'agriculture, où ils vont porter des charges lourdes, vont les empêcher de développer et de grandir sainement, et les empêche aussi d'aller à l'école et donc d'avoir une éducation et de pouvoir donc se développer en termes au niveau de l'école et d'avoir des opportunités d'emploi par la suite. On va revenir sur quelques chiffres. Alors, ce n'est pas pour vous abreuver de chiffres, mais ce sont des chiffres clés qu'on retrouve, c'est les chiffres de l'OIT. On estime à 21 millions de personnes victimes du travail forcé dans le monde. En France, on estime à 80 000. Alors, en France, pour ceux qui veulent savoir, c'est tout ce qui est mendicité, tout ce qui est... alors, il y a de la mendicité, il y a du vol. Donc, on oblige, c'est souvent dans les migrants, avec des trafics et des réseaux où on oblige des jeunes, notamment des mineurs, à aller commettre des vols et des délits. Donc la mendicité, je l'ai dit, on retrouve dans l'agriculture, dans la construction, dans le tourisme et dans la prostitution. Donc il y a le profit, c'est 150 milliards par an qui est généré par le travail illégal, par le travail forcé. On retrouve beaucoup dans ce chiffre, il y a beaucoup de la prostitution. Voilà. Et après, juste l'autre slide. Voilà, vous trouvez un petit peu les régions qui sont victimes du travail forcé. C'est beaucoup l'Asie, un peu l'Afrique, 1,5 million entre l'Europe et les États-Unis, et 600 000 au Moyen-Orient, et en Russie, on est à 1 600 000. Enfin, Russie et tout ça, c'est une estimation parce que j'imagine qu'il y a plein de gens, on s'en rend même pas compte. En fait. Oui, alors c'est des estimations faites par l'OIT, de l'aveu même du directeur du BIT France qui nous a dit lors d'une conférence la dernière fois que ça se trouve ces chiffres étaient minimisés. Parce que c'est très compliqué de déterminer le travail forcé et le travail des enfants. Donc, sont des estimations basées sur des études de l'OIT. L'OIT et la fondation Walk Free, qui est une fondation australienne qui milite contre la traite des êtres humains, se sont associés tous les deux pour réfléchir à comment faire une vraie estimation. Donc il se peut que dans peut-être 1 ou 2 ans, on ait des estimations peut-être un petit peu plus poussées. Mais pour le moment, voilà, ça sont les estimations de l'OIT, donc les estimations officielles, entre guillemets. Mais, et après l'autre slide sur les enfants. Alors au niveau des enfants, pareil, la source c'est l'OIT, on est à 168 millions d'enfants qui travaillent. Donc sachant qu'on entend par un enfant tout mineur de moins de 18, tout enfant de moins de 18 ans. Donc ça c'est la convention de l'ONU sur le droit des enfants. On retrouve beaucoup en Afrique. Donc on a 21%, c'est en Afrique, en Asie, Pacifique. Voilà, ça sont les chiffres. Et sur ces 168 millions, il y a à peu près 85 millions d'enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses, donc qui mettent en danger leur vie. On le retrouve dans l'agriculture et dans tout ce qui est extraction de mines. Voilà pour les enfants, donc c'est énorme. Encore une fois, c'est des estimations. Donc il se peut qu'il y en ait plus en France, dans le monde. Donc voilà, ça c'est pour illustrer, on avait fait un petit concours photo, dessin plutôt, pour illustrer le travail forcé dans le monde. Et ça c'est un des dessins qui reprend un petit peu la mode, le fashion, et qui est fait par les enfants, et que ce sont les enfants qui en payent un petit peu le prix. Voilà. Alors moi je voudrais revenir... je voulais pas, quand j'ai préparé la rencontre, je voulais pas rentrer dans tout le détail de la mode, des processus de la mode.
on pourrait on pourrait passer la journée pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe dans l'industrie de la mode, de la fabrication au coton, etc. J'ai voulu axer sur un travail que nous, à RHSF, on avait fait avec un de nos partenaires qui s'appelle Global Research, qui est basé en Inde et qui avait travaillé sur le cas du coton dans l'Inde. Ce qui se passe, alors le marché mondial du coton, vous voyez, j'ai mis quelques chiffres. Les premiers producteurs, ce sont la Chine et l'Inde. Et l'Inde est en train de dépasser la Chine sur la production de coton. Ça, ce sont des chiffres de 2013. Sur les derniers chiffres, l'Inde est en train de dépasser de devenir l'un des premiers producteurs de coton dans le monde. Je crois qu'après, il y a la slide avec quelques photos. Voilà, j'ai mis quelques photos pour vous montrer un petit peu ça. Ce sont nos photos à nous. Quand donc, ma directrice Martine avait fait une étude sur le travail des enfants dans le coton. Donc Global Research qui a fait donc, cette étude, donc monsieur Dr Davoulari, qui est également membre du conseil d'administration de notre ONG. Donc il a fait 3 études, une en 2006, une en 2010 et une en 2015. Donc c'était sur les semences, la fabrication des semences pour le coton. Pareil, l'Inde est l'un des premiers producteurs de semences pour les cotons. Depuis à peu près une quinzaine d'années, les gros groupes industriels comme Monsanto, Bayer, Syngenta se sont installés et pour créer demander aux producteurs, aux fermiers, aux agriculteurs locaux de produire des semences pour le coton. Et en fait, pour faire la semence pour le coton, il faut faire ce qu'ils appellent de la pollinisation croisée, c'est-à-dire prendre une fleur mâle, une fleur femelle, et mélanger les deux pour faire cela. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en tout cas, c'est une tâche qui demande des mains agiles, parce que c'est une tâche qui est très, très compliquée à faire. Et alors, les plantes de coton sont à peu près à cette taille, donc les enfants sont les plus à même à le faire. Les enfants, notamment les filles, sont beaucoup plus malléables. Les salaires, évidemment, sont beaucoup moindres pour les enfants que pour les adultes. Ils apprennent plus vite. Alors ça, ce sont des arguments que j'ai lus dans les rapports qui sont dits par les producteurs. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis, je vous rassure. Donc les enfants sont moins chers, ils travaillent mieux, ils travaillent plus vite, ils sont plus malléables, ils sont plus à l'écoute et ils apprennent plus vite. Donc ça, ce sont les arguments et ils ont une taille qui leur permet de travailler beaucoup mieux. Et surtout, la pollinisation croisée, donc je vous invite à aller regarder un petit peu ce que c'est. C'est une tâche qui est très, très, très minutieuse. J'ai regardé un petit peu sur YouTube comment ils le faisaient. C'est des tâches qui sont très minutieuses. Et donc, c'est vrai que les mêmes habiles des enfants, notamment des jeunes filles, permettent ce travail-là. Donc, en fait, dans sa recherche, il a estimé qu'en 2006, il y avait 40% des travailleurs qui étaient des enfants de moins de 14 ans. En 2015, c'est passé à 25%. Donc, il y a un effort. Il y a un effort, il y a une baisse, mais en gros, si on compte les enfants de moins de 18 ans, c'est pratiquement c'est 55% des enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans les champs de coton pour la pollinisation. Donc dans ces enfants, ce qui pose problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que 55% de ces enfants, à l'heure actuelle en 2015, sont sortis du système scolaire. Et il y en a 33% qui travaillent quand même en allant à l'école. Donc vous imaginez le problème que ça pose, surtout qu'il y a des problèmes au niveau, donc ce sont pas forcément, c'est pas du bio, ouais, donc c'est des pesticides, du travail sous le soleil. Donc ça pose énormément de problèmes au niveau de la santé et du développement des enfants. Voilà, ils travaillent entre 8 et 12 heures, ils font énormément de travail, ils sont pas payés, peu payés, ils ont énormément de problèmes. Alors ils dénotent entre 1 à 2 morts par an, mais quand on voit le nombre de blessés, le nombre de problèmes qu'il y a pour les enfants, c'est assez énorme. Voilà ce que je voulais dire sur la production de coton. Voilà, ça pose vraiment un vrai problème, et quand on sait que l'Inde est l'un des premiers producteurs de coton au monde, et que le coton, on le retrouve partout, et pas forcément que dans nos vêtements, mais aussi dans les housses, dans plein d'autres produits. Voilà ce qui peut poser problème sur la production de coton dans le monde. Voilà, donc ça c'est pareil, ça fait partie du concours dessin. Alors je peux traduire, ça veut dire,
ces ventes, comment traduire ces ventes? C'est les soldes, Ouais. je pourrais mourir Voilà. pour ces soldes, quoi. C'est ça. Et Et- donc, oui. Et l'enfant, en fait, il dit enfin, apparemment. Alors, Bangladesh, je ne sais pas si beaucoup s'en souviennent, 2013, le Rana Plaza, un effondrement d'un immeuble donc, au Bangladesh, avec, je crois qu'il y avait un peu plus de quelques milliers de morts suite à cet effondrement, et beaucoup travaillaient dans des conditions déplorables. Donc pour faire des vêtements, notamment des vêtements, je ne veux pas faire de la délation, mais des vêtements de marques françaises et de supermarchés français. Juste, si je peux rajouter à ça, si je peux prendre 30 secondes, c'est que suite à ça, il y a eu un vrai, on va dire, engouement et une vraie prise de conscience. Et en 2017, après peut-être 1 à 2 ans de bataille législative, une loi est passée qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance, qui est finalement passée, qui est pour moi... il ne va pas assez loin, mais qui est une première étape, une première victoire, qui va pousser les entreprises de plus de 5000 salariés, en tout cas les grosses multinationales, à établir un plan de vigilance sur toute leur chaîne de sous-traitance, que ce soit sur les conditions de travail des salariés, sur les droits humains, mais également sur l'environnement. Merci Aziz pour cette présentation. Voilà, donc voilà pour la partie un peu tristouille. On va maintenant se concentrer, se focaliser sur le positif. Donc on va vous passer plusieurs vidéos. La première, c'est sur les routes du coton équitable. Donc, c'est une vidéo qui a été réalisée par Max Havelaar, que vous connaissez sans doute, qui a un label donc, qui garantit le commerce équitable. Donc, on va voir ce que ça donne et puis on en parlera après avec Malika. Je vais me faire l'avocat du diable, Malika. C'est pas un peu idyllique tout ça, là, ce qui nous montre? Ça représente qu'une faible partie de la production, comme l'a bien introduit Camille en début de rencontre. Donc oui, forcément, c'est un petit peu idyllique puisque on est loin de 100% des ventes de textiles qui s'inscrivent dans le commerce équitable. Je pense que du coup, la conclusion de cette vidéo le dit bien. On est sur des quantités de coton qui sont fabriquées selon la démarche du commerce équitable, mais qui ne peuvent pas être vendues puisqu'en face, on ne trouve pas acheteurs. Aujourd'hui, les ventes, elles sont les plus importantes dans tout ce qui représente les achats publics, dans les collectivités notamment, puisqu'ils sont en capacité d'acheter des gros volumes. Et ça s'inscrit dans des politiques qui se veulent durables, mais dans l'achat de particuliers, donc vous et moi, on est encore sur une filière qui est tellement complexe où du coup ce qu'on peut labelliser c'est la matière première, c'est le coton, mais c'est encore difficile de pouvoir labelliser toute la filière puisque comme on le sait, un vêtement, avant d'arriver dans nos placards, a fait des milliards de kilomètres. Donc, c'est un processus qui est compliqué puisqu'il y a beaucoup d'acteurs qui rentrent en jeu et c'est quelque chose qui nous échappe. Mais pour autant, voilà, c'est des petites initiatives qui voient le jour et qui ont en plus de ça un prix puisqu'on nous a habitués à payer des t-shirts, des pantalons à moins de 5 €, 10 €, de ces soldes qui nous paraissent maintenant être des vraies affaires où on se dit qu'on s'en est bien sorti, mais certes on s'en est bien sorti, mais ça ne permet pas de rémunérer tous les acteurs qui rentrent dans la fabrication du vêtement. Donc c'est aussi un des discours qu'on tient au sein de l'association et plus généralement au sein du mouvement dans lequel on s'inscrit, c'est vraiment de se dire qu'il faut peut-être aussi réapprendre à payer les choses de manière juste. Alors, bien sûr, encore une fois, dans un monde idyllique, puisque il
les situations financières de chacun font que c'est pas toujours possible. Il y a ce qu'on aimerait et ce qu'on peut. Après, peut-être que ça peut commencer par des petits achats en marge et se dire que petit à petit, ça peut devenir quelque chose de plus important dans nos achats quotidiens. Voilà, pour répondre à ta question. Peut-être pour reprendre un petit peu la démarche du commerce équitable, elle s'est construite justement sur les réalités qu'on a. Alors là, en parlant vraiment de la filière coton, de la réalité du secteur, puisqu'on est sur un secteur avec notamment économiquement des grosses difficultés pour les producteurs. Comme on le montrait tout à l'heure, la carte. On a les États-Unis, l'Inde et la Chine, et si je ne me trompe pas, le Pakistan, qui sont des gros producteurs de coton. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont subventionnés par l'État. Donc c'est des producteurs qui vont avoir, alors pour certains, pas pour tous, mais plus de facilité à produire. Et du coup, ça va créer des énormes inégalités entre tous les producteurs. Donc du coup, ce qui va générer dans des pays, donc là on voyait le Sénégal, donc pour le continent africain, des grosses difficultés financières pour les producteurs à vendre leur coton à un tarif qui leur permet de faire vivre une famille, puisqu'il y a vraiment aussi cette notion-là dans la démarche du commerce équitable, c'est de considérer qu'un individu, certes, va travailler pour vivre lui, mais généralement, va faire vivre une famille, voire des fois plus largement, une partie d'une communauté. Donc, c'est vraiment une démarche qui s'inscrit dans ce contexte-là. Donc, du coup, avec des difficultés financières face à un monde globalisé où, du coup, tout s'inscrit dans une concurrence qui est parfois déloyale pour ces producteurs qui doivent vendre à perte. Avec aussi un produit, donc le coton, qui nécessite beaucoup d'eau pour être produit sur certaines cultures qui sont pluviales et avec le réchauffement climatique qu'on connaît aujourd'hui, avec de plus en plus de difficultés de produire puisque forcément il y a de moins en moins d'eau. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais souligner d'autre ? Des infrastructures aussi. Comme je disais, le coton, c'est une matière première qui va circuler ensuite pour être transformée. Et aussi, certains producteurs aimeraient pouvoir maîtriser un peu plus loin que la vente, le circuit, pouvoir par exemple l'égrainer, l'effiler et le tisser sur place. Mais ça nécessite des infrastructures tellement énormes qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire. Voilà. Et puis, comme le disait aussi Aziz tout à l'heure, le recours à du coup de la main-d'œuvre peu chère et notamment le travail des enfants. Donc voilà, ça encore une fois c'était la partie un petit peu négative. Du coup, ce qu'apporte le commerce équitable, c'est comme le disait, en fait cette vidéo est assez claire, elle explique assez bien. C'est la prime, l'assurance d'un prix rémunérateur. On considère que un producteur ne doit pas être payé selon alors soit la bourse, soit justement le prix auquel est vendu le produit dans le monde, mais par rapport à ce que ça lui a coûté en temps de travail sur l'investissement que ça lui a demandé. Donc on fixe un prix rémunérateur et on lui assure qu'il sera payé à ce prix-là. La prime de développement aussi, donc toujours dans cette idée de participer au développement d'une communauté. Il y a aussi vraiment cette idée de donner le pouvoir, de se dire que c'est vraiment les coopératives de producteurs qui décident de l'attribution de cette somme. Comme partout, en fait, on est les plus à même quand on vit sur un territoire de savoir ce qu'il nous faut pour pouvoir améliorer notre quotidien. Il y a aussi le préfinancement qui n'apparaissait pas forcément dans cette vidéo.
on est sur une culture des fois qui va mettre une production qui va mettre plusieurs mois à arriver. Donc il y a forcément des frais qui vont être nécessaires pour les producteurs à avancer. Donc à partir du moment où il y a un engagement avec une coopérative sur une quantité de coton, l'acheteur va pouvoir assure au producteur de lui payer 60% de la commande, ce qui lui permet justement de pouvoir avancer tous ces frais. On est aussi sur des engagements sur la durée, c'est-à-dire qu'un acheteur est censé, je dis est censé parce que il y a toujours des choses qui nous échappent, s'engager sur 3 ans. Donc ça, c'est de manière générale, c'est la démarche du commerce équitable, puisque on considère qu'un producteur ne doit pas être aussi en train de se dire ok, il me suit cette année, mais l'année prochaine, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est vraiment cette idée aussi de voir un peu plus loin que sur un an, mais d'avoir une vision un peu plus sur le long terme. Donc on est aussi sur donc un cahier des charges qui va aller vérifier qu'on est bien dans le respect des droits fondamentaux de l'homme. D'où cette petite bulle qui concerne les aspects plus sociaux des conditions de travail, la lutte contre le travail des enfants, la liberté d'association. Donc là, on est vraiment sur l'idée d'un fonctionnement d'une gouvernance démocratique. Cette vidéo a fait apparaître assez clairement aussi le rôle des femmes, le fait qu'on considère un individu, qu'il soit masculin ou féminin, à part entière en fait, et que du coup c'est plus une question de genre, que une productrice de coton peut aller déposer la quantité de coton qu'elle a récolté et pouvoir dire que c'est son argent. Et sur l'environnement, donc ça c'est une partie qui est un peu plus passée un peu plus vite. Parce que donc il y a dans les cahiers des charges une attention qui est portée à l'environnement, donc sur notamment la formation sur place à des techniques qui peuvent être un peu plus respectueuses de l'environnement. Pour le coton, c'est pas forcément le cas, mais dans l'alimentaire, généralement de plus en plus on va sur une double certification sur des produits en fait qui sont issus du commerce équitable et agriculture biologique, puisque le cahier des charges du commerce équitable prend en compte ces aspects-là, mais ne va pas aussi loin que peut l'être des cahiers des charges sur l'agriculture biologique. On est sur en fait l'incitation, la formation vers des techniques qui sont meilleures, mais on ne veut pas que ce soit, je dis on, mais les acteurs du commerce équitable ne veulent pas que ce soit un frein à la certification. C'est l'idée d'encourager. Quand tu dis les acteurs du commerce équitable, il y a Max Havelaar, il y a qui d'autre Alors, en termes de labels, ils sont plusieurs, puisque dans le commerce équitable, à l'inverse de l'agriculture biologique, on est sur des labels privés. Il n'y a pas de reconnaissance étatique des pouvoirs publics du commerce équitable, donc forcément, on est sur des initiatives privées. Donc dans le domaine alimentaire, ils sont beaucoup plus nombreux que ceux que vous voyez ici. Mais pour le commerce équitable dans le coton, donc on a Max Havelaar qui certifie le textile. On a EcoCert équitable, Fair for Life. Donc il faut savoir que Fair for Life et EcoCert équitable vont fusionner. Donc bientôt, vous ne verrez plus que Fair for Life. On a Natureland Fair et WFTO. Donc ça, c'est encore une fois, c'est pas moi qui autoproclame tout ça. Ça résulte d'un travail qui a été réalisé par la PFCE et 2 autres organismes dont j'ai oublié le nom, qui a réalisé un guide des labels et voilà, qui fait apparaître ces labels comme pouvant labelliser des produits textiles. Alors là, on ne le voit pas très bien, mais ça représente le textile dans la part des ventes de ces labels, vraiment une mineure partie des ventes. Alors, vous n'allez pas forcément, sur des produits que vous allez acheter, voir apparaître tout le temps ces labels, c'est assez rare. C'est pour ça qu'en dessous, je faisais apparaître des marques engagées, puisque
c'est aussi, en tant que consommateur, peut-être l'intérêt qu'on va apporter à l'histoire du vêtement, se dire que, bon, il n'y a peut-être pas de label, puisque c'est compliqué dans cette filière, mais peut-être plus aller s'intéresser à des marques, à leur démarche, qui pourraient se rapprocher d'une démarche de commerce équitable. Donc, parmi celles que je maîtrise, que je connais, Armor Luxe travaille, labellise une partie de ses vêtements avec Max Havelaar. On a Dick Renn qui est représenté ici par Carole, qui est plus, qui est exclusivement sur des vêtements qui concernent le monde marin, si je ne me trompe pas, qui s'adresse en tout cas. Inspiré, pardon. Oui, parce qu'ils font aussi des t-shirts qu'on peut porter tous les jours. On a Koken qui est ici, qui va parler tout à l'heure. Africa, qui est une association de Bayonne, qui fait partie de la plateforme Aquitaine pour le commerce équitable et qui travaille essentiellement avec des personnes sénégalaises sur justement toute la filière textile. Voilà. Après, les autres marques que vous voyez ici, c'est des marques donc Ekiog, des magasins qui sont un peu plus connus, et People Tree, que on peut trouver notamment chez Execo, un magasin qui se situe rue des Bahutiers, juste à côté d'ici, et qui est aussi engagé dans une démarche de commerce équitable. Et Veja pour les chaussures. Mais pareil, c'est toutes des marques que vous pouvez trouver aussi dans l'exposition. Alors, elles sont dans l'expo derrière vous. Voilà, on voit les baskets Veja. J'en ai au pied aussi. Et on voit la marque Ekiog. Et j'ai mis mon t-shirt Ekiog. Je me suis habillée équitable pour l'occasion. On a fait tout un carnet d'adresses dans le cadre de l'exposition qui est disponible là, dans un petit coin de l'expo, mais sinon il est téléchargeable sur notre blog où on a fait alternative par alternative les adresses à Bordeaux et sur Internet, donc pour acheter différemment. Et donc on a toute une liste de marques et de sites et de boutiques à Bordeaux où on peut acheter équitable. Alors il n'y en a pas des tonnes à Bordeaux, hein. Effectivement il y a Execo, il y a Koken. Il y a Artisans du Monde, mais bon, il y en a de plus en plus, on va dire. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade sur le film qu'on a vu? Il y a Mundao qui est là aussi, bonsoir. Stéphanie, alors attends, je parlais bien dans le micro parce que c'est enregistré. Bonsoir, moi j'avais juste une question par rapport, j'ai bien compris ce qu'était le coton bio du commerce équitable, mais c'était par rapport, voir s'il était par rapport au coton bio. Voilà, ça veut dire qu'il n'est pas forcément bio, ou est-ce qu'il est forcément bio, quoi. C'était pour... Il y a plein de nuances et c'était pour bien comprendre de quoi on parlait. Donc j'ai bien compris ce qu'était le coton du commerce équitable, mais ça veut dire que parfois il est bio, mais pas nécessairement, c'est ça? Ou c'est quelque chose de complètement différent avec le coton du commerce équitable? Je ne sais pas si c'est très clair ma question. Oui, je pense savoir. Je pense que... c'est en fait le label... un label issu du commerce qui labellise une démarche commerce équitable doit forcément avoir à côté de lui un label bio, parce qu'il ne, c'est pas forcé, c'est pas intégré forcément dans les méthodes de production. D'accord. Voilà. Donc, comme je disais, il y a une démarche faite pour intégrer des soucis environnementaux, toutes ces questions-là, mais ça ne remplace pas la labellisation agriculture biologique. D'accord. Ok. Attends, merci beaucoup. Non, c'était pas du tout prévu. Bonjour, moi je suis la cofondatrice de Mundao, qui est une entreprise qui existe depuis 1 an et qui design et qui conçoit des objets fabriqués à partir de déchets, donc de matériaux recyclés comme des chambres à air, comme des lances à incendie, des sacs de riz, et qui sont fabriqués par des ONG dans différentes parties du monde. Voilà. Et aujourd'hui, on fabrique principalement des sacs et accessoires de mode. Voilà, et nous participons, merci, à l'exposition J'ai rien à mettre depuis son lancement. Voilà, et nos produits sont exposés dans la petite vitrine à côté, voilà, dans la grande vitrine.
Tant qu'à faire, on a aussi Jean-Philippe qui est là. Donc pareil, c'était pas prévu qu'il prenne la parole, mais je vais lui passer le micro si tu veux bien, Malika, qui avait co-créé la marque Nodova, donc qu'il a revendue depuis. Mais est-ce que tu peux aussi nous en dire 2 mots? Et les impacts du coup positifs de Nodova sur les villages? Ouais, c'est pas du textile, en fait, c'est une marque de bijoux, mais écologique parce qu'on n'utilise que des matières naturelles et écologiques. On est certifié par le label Fair for Life depuis 3-4 ans. Et c'est un projet qu'on a lancé où à la base on cherchait en fait des solutions pour scolariser des enfants qui travaillaient et n'allaient pas à l'école. Et en organisant des réunions avec la maman, ma femme, qui est devenue mon associée, a imaginé tout ce projet avec les femmes d'un petit village dans les Andes en Équateur. Et c'est devenu une coopérative certifiée par le label Fair for Life. C'est 16 femmes aujourd'hui qui travaillent et on a réussi à financer la scolarité de 260 enfants grâce à une marque de mode où on utilise ce qu'on appelle l'ivoire végétal, qui est une graine de palmier. La dame porte les bijoux d'ailleurs, ça me fait super plaisir. Elle a une paire de boucles d'oreilles argent et ivoire végétal. Voilà, et donc je suis très ancré mode éthique et je suis super content de voir autant de monde ce soir à Bordeaux. C'est vraiment une bonne nouvelle et c'est bon signe pour le futur aussi, parce que plus on est conscient de tout ce qui se passe et plus les choses avanceront dans le bon sens. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Est-ce que vous avez des initiatives à présenter? Oui? Par rapport au coton, en fait, ce que je pense qui pose plus problème, et c'est une question aussi que j'ai posée en faisant, c'est Monsanto en fait, qui pose problème par rapport à l'agriculture, vu que maintenant, dans l'agriculture, au niveau du coton, on est obligé d'avoir des graines fournies par Monsanto et des pesticides fournis par Monsanto. Donc, est-ce que c'est ça qui pose surtout problème à l'évolution du bio dans le commerce équitable? Alors, c'est pas l'argument qui est avancé par les producteurs. Il y a 2 ans, un producteur de coton du Mali est venu témoigner de son expérience. C'est pas ce qui revenait, mais bien sûr, je pense que on vit dans un environnement qui est tellement où tellement d'acteurs peuvent rentrer en jeu et tellement complexe, et notamment, encore une fois, je le répète, dans une filière comme le textile, que oui, bien sûr, et alors là, dans le coton, et puis dans bien d'autres domaines aussi. Il y a vraiment cette difficulté des acteurs du commerce équitable de faire progresser, je vais parler en termes de vente, puisque comme on le voit bien, ce qui permet de faire perdurer ces initiatives et de les faire démultiplier, c'est le fait que les consommateurs aussi participent, eux, à leur échelle. Donc il y a vraiment cette difficulté, donc même si on voit les ventes augmenter, de gagner des parts de marché, comme on voit d'autres dans le commerce conventionnel, des marques bondir en quelques années, qui explosent tout. Il y a toujours eu depuis le début du commerce équitable cette difficulté à franchir des paliers qui permettent à des initiatives de perdurer. Là, je vous parlais tout à l'heure de la plateforme Aquitaine pour le commerce équitable. En mai, il y a ce qu'on appelle les Solidarités. C'est un village éthique et créatif qui est organisé juste devant la maison éco-citoyenne. Alors, je fais pas partie. Enfin, moi, je fais partie de la CESA. Je suis rentrée il y a 2 ans, donc j'ai pas cette histoire. Mais dans les échanges que j'ai pu avoir avec les autres acteurs de ce réseau, ça tourne beaucoup, les acteurs, puisque c'est difficile de maintenir une activité quand on veut s'engager dans cette démarche-là. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ça y répond pas vraiment parce qu'en fait, j'ai pas tous les éléments, mais je vais juste rajouter 2-3 petites choses sur Monsanto. Maintenant, Bayer, je sais pas si on entend. Sur l'étude dont je parlais un petit peu avant, la première étude a été faite en 2015-2016. Et elle est faite en Inde, sur les semences, les multinationales des semences en Inde, ça représente à peu près 20 à 30%. Le reste sont des compagnies indiennes.
Et donc, ce qu'ils ont remarqué dans l'étude, et alors elle n'est pas sur notre site encore, mais on va la mettre. Et puis pour ceux qui sont intéressés, je pourrais vous dire où la trouver. Elle est en anglais par contre. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, je pourrais vous la donner. Donc dans les fermes des grosses multinationales, Monsanto, Bayer et autres, le travail des enfants a diminué drastiquement. Ils ont fait un vrai travail pour lutter contre le travail des enfants. Alors je me fais l'avocat du diable de Monsanto. Je suis pas pour ce qu'ils font, etc. Mais quelquefois, il faut aussi reconnaître ce que les entreprises font. Et en termes de travail des enfants, ils ont remarqué que, alors ça n'a pas été éliminé à 100%, mais ils ont fait un énorme travail en incitant les parents, en éliminant les fournisseurs qui font appel au travail des enfants. Donc, ils ont fait, donc les entreprises multinationales, internationales ont fait du travail. Ce qui reste, c'est qu'il y a encore du combat à faire. C'est-à-dire que ils ne sont pas tout vertueux. Mais ce que je veux dire, c'est que sur l'aide, en tout cas, sur le côté travail des enfants, sur le côté bio, bien sûr, ils utilisent des OGM, bien sûr, ils utilisent des pesticides, etc. Mais en tout cas, je veux juste leur reconnaître ça pour dire qu'il ne faut pas non plus être tout noir. Nous, notre objectif, on n'est pas manichéens, donc c'est pour ça que je veux juste un petit peu rétablir. Et l'étude, elle est indépendante. Elle n'est pas payée par des grosses boîtes. Et pour revenir à l'expo, on a fait tout un comparatif en fait entre le coton conventionnel et le coton bio. Et là, je viens de vérifier le chiffre, c'est 28% de la culture de coton qui est OGM aujourd'hui. 28%. Voilà. C'est pas encore tout, mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. On va passer à un autre exemple. Cette fois-ci, on va partir en Malaisie. C'est un petit peu différent, mais c'est un très bel exemple aussi des impacts du commerce équitable dans un village. Voilà, très, très beau film. Enfin, moi, ça me touche beaucoup. Aziz, on va en discuter un petit peu parce que c'est donc ton projet. Moi, il y a plusieurs petites choses qui m'ont marqué. On va y revenir. C'est toute la transmission de ce savoir-faire qui est vraiment ancestral. Le soin de la nature avec les teintures végétales de la forêt qui est toute proche. Et puis, il y a une phrase au début. Elle dit « Avant, elle vendait à n'importe quel prix ». Elle passait des heures à tisser, elle vendait à n'importe quel prix parce qu'elle ne le connaissait pas. Je voulais savoir comment les tisseuses avaient pris conscience de la valeur de leur travail. Alors, donc, comment elles ont pris conscience de la valeur de leur travail, il faut revenir à la genèse de ce projet-là. Donc, Véline, que vous avez vu sur cette vidéo, est, on va dire, la tête de projet. Et c'est une anthropologue de l'université de Malaisie, de l'université de Kuala Lumpur. Elle est anthropologue. Et un jour, donc elle est originaire de cette région-là, donc c'est cette personne-là. J'ai eu la chance de la rencontrer, elle est venue 15 jours en France, j'ai eu la chance de passer 15 jours avec elle. Elle m'a raconté donc, qu'un jour, une dame de cette communauté qui faisait ces tissus est venue lui vendre, elle est venue la voir, une vieille dame, elle lui a demandé de lui acheter le tissu à n'importe quel prix. Elle lui a dit, n'importe quel prix, je veux juste avoir de quoi manger, etc. Véline, quand elle a vu ça, quand elle a vu la valeur de ce produit-là, c'est un tissu, ça met à peu près un mois. Elles mettent à peu près un mois, elles, parce qu'il y a principalement des femmes, mais on va dire ils plutôt, mettent à peu près un mois à faire. Donc c'est un travail très minutieux, très compliqué, beaucoup de techniques, beaucoup de savoir-faire. Véline a refusé d'acheter et c'est pour ça qu'au début, elle explique, elle a voulu s'engager plutôt dans une recherche académique, mais elle ne pouvait pas que faire de la recherche académique. Je ne sais pas s'il y en a qui sont chercheurs ici. On dit souvent que les chercheurs ne doivent pas s'impliquer dans leur projet, mais elle a complètement refusé et elle s'est impliquée dans son projet. Donc c'est comme ça que le projet a commencé. C'est comme ça qu'elles ont pris conscience, grâce à Véline, elles ont pris conscience de la valeur de leurs produits et de la valeur marchande et puis de la valeur, on va dire, culturelle, ancestrale. Il faut savoir que ce sont des motifs. Donc, ce qu'elles décident, elles ne font pas n'importe quoi, ce sont des motifs ancestraux qui sont passés de génération en génération. Elles en ont recensé, je crois, une 70 ou 80 à peu près types de motifs différents. Donc, c'est pas un designer qui vient et qui dessine, c'est pas Karl Lagerfeld ou d'autres qui dessinent, c'est vraiment une question de culture et quelque chose d'ancestral.
Après, sur la question environnementale, elles utilisent donc que des produits de la nature qu'elles trouvent autour. Le tissu vient d'où? Le tissu, alors je ne sais pas d'où vient le tissu, mais je sais que... Comme tissu, tu sais pas non, alors par contre, sur le détail technique, je suis désolé, je ne connais pas les détails techniques. Je n'ai pas encore eu la chance d'y aller. J'espère que normalement cet été, je devrais y aller en temps privé pour aller rendre visite à Véline et normalement, j'irai visiter la communauté. Donc, je t'enverrai un mail pour te dire comment est fait le tissu. Mais voilà, mais en tout cas, ils utilisent que des produits de la nature pour la teinture et autres. Faut savoir que la Malaisie, comme l'Indonésie, est un pays qui fait face à un problème qui est la déforestation pour la production de huile de palme. Et cette communauté s'est engagée dans une démarche de résistance. C'est un petit peu le village gaulois face à l'envahisseur, et sont engagés dans une résistance contre l'État pour préserver. Vous avez vu quand à la fin ces paysages qui sont magnifiques, et ils sont en train de mener une étude, enfin de mener un combat juridique pour lutter contre la déforestation qui touche cette partie d'Asie pour faire de la production d'huile de palme. Donc il y a une démarche écologique, il y a une démarche environnementale, il y a une démarche communautaire. Et puis la dernière question, la troisième question, c'était... La transmission. La transmission. Alors, oui, parce que c'est des méthodes ancestrales. Comme vous voyez, dans certaines parties de vidéo, les tisseuses sont assez âgées, donc il y avait un problème de transmission. Les jeunes ne voyaient pas ne pouvaient pas gagner de l'argent avec ça, donc ils partaient dans d'autres endroits de la ville. Et elle a voulu mettre en place une transmission. Donc là, elle m'a écrit un mail il y a 1 ou 2 mois me disant qu'elle est en train de créer une école d'apprentissage pour former des jeunes. Donc elle explique qu'elle forme 2-3 personnes. Et, parce que la vidéo a été tournée en 2015 ou 2016. Elle a été tournée il y a 1 ou 2 ans. Et depuis, elle a créé cette école de l'apprentissage pour former des nouvelles personnes, des jeunes à ces métiers-là. Comme je vous dis, c'est un métier qui met, un tissu, ça met 1 mois. Vous voyez que c'est fait à la main, c'est fait avec des détails, c'est très minutieux. Donc voilà, il y a une volonté de transmission de savoir et une volonté de faire grandir la communauté. Faut savoir qu'après, c'est une décision démocratique, c'est tout l'argent qui est récolté va à la communauté. Ça a permis de scolariser les enfants, ça a permis de finir la construction des longhouses, donc ce qu'on voit, ces grandes maisons, ces grands baraquements. Voilà, donc ça a permis d'avoir de meilleures conditions de vie pour ces tisseuses. Et où est-ce qu'on les achète, ces vêtements ? Alors, elle va lancer, pareil, elle m'a envoyé un mail pour me dire ça. Elle va lancer une plateforme en ligne dans quelques temps. Je n'ai pas encore la date. Pour ceux qui sont intéressés, je crois qu'elle a un site. On pourrait peut-être le mettre à la fin. Je vais le chercher où on peut voir quelques informations. Et pour le moment, après, on peut aussi la contacter pour ceux qui sont intéressés. Elle est assez ouverte pour discuter avec elle. Donc, après, pour la vente, elle le fait surtout, c'est de la vente en direct. Il faut savoir que c'est un tissu qui... Alors, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas des tissus qui sont assez cheap, ça vaut assez cher. Je n'ai plus les détails en tête, mais je crois que c'est dans l'ordre de 200-250 € le tissu. Voilà, il faut savoir qu'en fait, ce qu'elle dit, c'est que vous n'achetez pas un tissu quelconque, vous achetez une vie, vous achetez une histoire, vous achetez une personne. Vous n'achetez pas une personne, vous achetez une histoire d'une personne qui a fait ce vêtement. Donc voilà, donc c'est pas juste... Ce vêtement a une âme, et ce vêtement a une vie, et aura une vie après vous. Donc c'est comme ça qu'on le voit, et d'où l'intérêt de ce projet communautaire. Merci Aziz. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet-là en particulier ? Non. Je vais passer là. Ah si, Christophe. Dans le micro, s'il vous plaît, est-ce que c'est enregistré ? Je voulais juste faire une petite remarque justement par rapport à... Vous parliez de l'huile de palme il y a quelques secondes et des ravages de l'huile de palme sur les forêts tropicales d'Indonésie et de Malaisie. On fait justement une action de sensibilisation samedi prochain devant Mériadeck sur l'huile de palme. Donc pour les gens que ça intéresse, sera organisé donc avec l'antenne locale iBoycott et les GEBA, les jeunes écologistes de Bordeaux, qui sont de la partie. Ce sera toute l'après-midi de 14h à 17h. Samedi 22 avril. Devant donc Mériadeck, le centre commercial de Mériadeck. Voilà. On va passer la parole à Carole. Est-ce que ça t'embête d'aller te mettre sur la chaise en face, juste pour que tout le monde te voit, parce que les jeunes filles depuis tout à l'heure, on parle derrière elles et c'est pas super.
Tu peux t'asseoir si tu préfères. Donc, Carole, tu as monté la boutique Koken, donc, qui est une boutique physique où on peut aller essayer les vêtements, ce qui est assez rare parce que souvent on achète en ligne ou quoi et c'est pas évident quand on achète du commerce équitable. Et tu as sélectionné une par une les marques parce qu'elles ont chacune une histoire qui t'a touché. Est-ce qu'il y a des exemples de marques que tu as sélectionnées, que tu as envie de mettre en lumière ce soir ? Alors, bonsoir à tous. En fait, moi, je suis au départ une consommatrice lambda et qui voyait des reportages, comme on a vu ce soir, assez culpabilisants le lendemain matin quand on sort de chez soi. On se dit, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on peut faire pour consommer différemment ? Parce qu'on dit, il faut qu'on fasse quelque chose, mais quand on va dans les magasins, on ne trouve pas. Donc moi, ce que j'ai fait, comme je ne suis pas créatrice de vêtements, je ne sais pas dessiner un vêtement, je ne sais pas le coudre, je ne sais pas faire ces trucs-là, j'ai cherché des marques, des créateurs qui pouvaient faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en Europe du Nord, notamment en Angleterre, en Allemagne, en Hollande, il y a des gens qui font ça. Alors, ils ne le font pas chez eux, mais ils le font faire. Ils ont des projets, ils ont des convictions, comme ce qu'on vient de voir, en fait, et qui font des vêtements. Ça existe. Donc en France, ça a commencé à émerger, ça vient de plus en plus, c'est une bonne chose. Donc moi, dans la boutique, j'ai rassemblé 5 marques. Alors j'aurais pu en rassembler 100 si j'avais pu. Mais pour l'instant, j'ai choisi 5 marques qui ont tout un projet au départ éthique. C'est-à-dire la marque est développée autour d'un projet social. Alors ça peut être Studio Joux, qui s'est exposé là derrière, qui est au Népal. Alors, le projet, au départ, c'est une créatrice qui a travaillé pour des très, très grandes marques de vêtements et qui s'est rendu compte de ce qui se passait derrière et qui, plutôt que elle a choisi, elle, de créer sa propre marque et en allant au cœur de la production, elle s'est installée au Népal pendant 6 ans et elle a créé un atelier, elle a formé des gens, elle s'assure qu'ils soient rémunérés. Enfin, il y a toute une labellisation aussi commerce équitable. Et puis, il y en a d'autres. Il y a People Tree aussi. Il y a une marque allemande qui, elle, travaille plus sur des cotons biologiques. Alors, ils sont certifiés bio. Et il y a aussi toute une démarche éthique dans la production. Alors, quand je parle de production, il y a le coton, la plante, ce qu'on a vu dans le premier reportage, qui est la base. Et après, il y a le filage, le tissage, le découpage. Enfin, faire un vêtement, il y a énormément d'étapes. Et à chaque fois, on rajoute un peu du prix, Alors effectivement, ça a une image assez chère, mais je vous assure que dans l'absolu, ça n'est pas plus cher que dans certaines boutiques qui sont en ville. C'est simplement que pour que ce soit vendu, on va dire, pas à perte, et bien des soldes à moins 70%, ça n'existe pas, c'est pas viable. En général, c'est quelque chose qui est impossible à faire. Ou alors, effectivement, on gagne beaucoup d'argent sur le dos de gens qui ne sont pas payés. Voilà. Donc le projet de la boutique, c'est d'abord équitable et ensuite une sélection de matériaux écologiques et naturels. Voilà. Et chic. Et chic, oui. On essaye. Voilà. Je me souviens plus, le petit bracelet. Alors, le petit bracelet, c'est une marque qui s'appelle le Beautiful Story. Donc, ça, pareil, c'est un projet au Népal. L'idée de la créatrice, elle était au départ... elle travaillait pour une grosse boîte de café bio hollandais, donc elle avait déjà des bases. Et en fait, elle a rencontré un forgeron d'argent qui cherchait des débouchés pour ses ouvriers parce qu'ils avaient une activité assez saisonnière. Donc en fait, elle n'a pas pu travailler l'argent, mais elle travaille avec lui du laiton recyclé. Et de fil en aiguille, elle a rencontré des femmes qui font des perles, des femmes qui font du crochet. Et donc, il y a toute une gamme de bijoux qui sont de commerce équitable et qui font travailler des groupes de femmes. Donc, un peu à l'image de ce qu'on a vu dans le deuxième reportage. Voilà. Donc, ça fait des bijoux qui sont sympas. Et elle y a apporté un petit design qui fait que le bijou n'est pas trop artisanal, pas trop, ethnique et assez facile, fait pour nous, quoi, qu'on puisse porter ces bijoux-là tous les jours. Hein. Et les retombées sont directement pour ces personnes-là qui travaillent. Pour l'éducation, la santé. Voilà. Oui, tout à fait. Moi, je voulais savoir, la sélection de ces marques, c'est quoi ? C'est l'histoire, comment tu les as choisies et comment tu continues peut-être d'en découvrir ?
Alors, en fait, je suis allée à la recherche de ces marques-là dans des salons. Alors, au départ, il y en avait un de salon comme ça, il s'appelle un salon de la mode éthique. Il existait à Paris, sauf qu'il a avorté, en fait, parce qu'il n'y avait pas assez de public et pas assez de monde pour que ce salon perdure. Donc, il y en a plusieurs maintenant. Il y en a un en Berlin, il y en a un à Amsterdam. Il y en a forcément un en Angleterre, mais j'y suis pas allée. Et donc, je suis allée sur place et je suis allée rencontrer les gens qui font ces vêtements-là. Je suis allée les rencontrer. Alors, le premier truc, c'est le ressenti de l'histoire. Et après, il y a toute une recherche de documents, d'informations sur ces créateurs-là, en fait. Voilà. De nombreux sont ceux qui utilisent déjà des matériaux certifiés. Eux-mêmes arrivent à se faire certifier toute la partie fair trade, commerce équitable, pardon. Et voilà, quoi. Je travaille pour l'instant avec 5, mais on pourrait en ajouter d'autres. Il y en a. Ce que je veux dire, moi, à travers cette boutique, c'est possible. Quand on vous dit que c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est possible. Voilà. Mais c'est compliqué, effectivement. Et donc, tes clientes, parce que c'est que de la mode femme pour l'instant, elles viennent chez Koken parce que c'est joli ou parce que c'est éthique? Alors, il y a tout type de clientes. Il y a celles qui savent ce qu'il y a derrière, la vitrine. Donc, ils savent que c'est des matériaux écologiques et du commerce équitable. Il y a celles qui voient la vitrine, parce qu'on la voit quand même, et qui s'arrêtent, et qui rentrent pour découvrir. Il y a les personnes qui sont de passage. Enfin, il n'y a pas de... Les clientes, on va dire, les plus fidèles sont vraiment déjà des personnes qui sont convaincues par la démarche. Voilà, il y en a une d'ailleurs là. Voilà, une là-bas. Mais oui, les clientes les plus fidèles sont celles qui sont convaincues. Après, sur Bordeaux, s'il y a 1% de la population qui connaît la boutique, ça doit être le maximum. Donc, tout est à faire. Voilà. Donc, en gros, parlez-en autour de vous. Enfin, si vous êtes maintenant convaincus des bienfaits du commerce équitable, voilà, parlez-en autour de vous, à vos amis, pour que les gens prennent conscience que... Il y a autre chose que la rue Sainte-Catherine. Il y a plein de boutiques qui méritent d'être reconnues. Et c'est Place Puy-Paulin. C'est dans le carnet d'adresse de la Maison éco-citoyenne. Place Puy-Paulin. Donc, on expose des vêtements là et dans nos petits caissons. Carole, est-ce que tu veux présenter ton travail aussi? C'est pas prévu non plus, mais comme tu es là... ça peut être intéressant aussi d'en parler. Par les Carole. Dick Run. Alors, Dick Run, à la base, c'est 3 plongeuses qui voulaient parler de leur passion. Et donc, on voulait faire des choses un peu graphiques. Et quand on s'est intéressé à la question de faire imprimer sur des t-shirts ou sur des suites, etc., on a vu comment c'était fabriqué. Et on a eu très, très peur. Et à ce moment-là, le commerce équitable était vraiment en train d'exploser. Malheureusement, il y a pas mal de marques qui, peut-être parce qu'il y avait un peu de naïveté et que c'est compliqué de monter une entreprise, se sont ensuite cassés la figure, mais bon. Et donc, historiquement, nous, on avait travaillé, on a fait le choix de travailler avec des matières qui soient écologiques pour la plupart, et puis qui soient dans une démarche qui fasse attention aussi à l'humain et à la manière dont il est traité. Donc le commerce équitable est devenu un peu une évidence. On a historiquement bossé avec Anvao, qui malheureusement n'existe plus. Donc c'est un peu compliqué de trouver maintenant des produits qui soient vraiment au commerce équitable. Donc on est plutôt maintenant sur des produits bio, mais qui présentent aussi des labels en termes de conditions de travail, hein, comme le label Fairwear, qui, contrairement à son nom, ne concerne pas le commerce équitable, mais qui vraiment, par contre, se soucie de la manière dont sont fabriqués les vêtements. Donc voilà, pour présenter. Donc on fait des choses qui sont graphiques, qui s'adressent soit à des gens qui s'intéressent un peu à l'univers sous-marin, mais aussi à des urbains qui vont trouver des choses assez sympas. Et donc nous serons en solidarité aussi avec d'autres, avec Africa qui sera aussi là. À Koken, il y a bien au moins des choses qui vont être dans le défilé de mode, puisqu'il y aura un défilé de mode le samedi. Si. Voilà, vous pouvez venir voir un certain nombre de créations à ce moment-là.
On verra peut-être en off qui vient. Voilà. Quoi vous dire d'autre Pas grand-chose. Je voulais juste revenir un petit point sur coton biologique, coton équitable. Il y a des choses vraiment communes au niveau environnemental. Refuser les OGM, ça veut dire de la part du monde du commerce équitable, c'est refuser une dépendance à Monsanto et consorts. Et en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'OGM dans le commerce équitable. Et il y a des choses très, très communes. C'est en général assez facile, si ce n'est l'aspect économique et l'impulsion financière qui est nécessaire. C'est assez facile finalement de basculer d'un coton équitable à un coton bio parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont là. Enfin, il n'y a pas d'OGM. En général, pour des questions économiques, il n'y a pas trop de pesticides parce que c'est cher. Voilà, il y a le souci de l'eau, il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte et qui permettent effectivement de faire un pont. Après, il y a d'autres matières qui sont très intéressantes. Il y a le lin, mais il n'y a pas de labellisation qui existe sur la question, que ce soit en termes équitables ou en termes bio. Il y a pas le lin bio, ça n'existe pas. Et pour moi, c'est un mystère. Je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs, mais il faudrait poser la question à des producteurs. Il y a la laine. Enfin, on peut retrouver des choses qui sont qui vraiment présentent des tas d'avantages et qui permettent d'un peu de se détourner de toutes les matières issues de la pétrochimie, polyester et autres. Voilà. C'est juste. Oui. Alors la fibre de bambou, moi je suis très 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 réservée sur cette question. Le bambou pour faire des objets de vaisselle, pour faire des échafaudages, pour faire du bâti, c'est génial. Ça pousse à toute vitesse, c'est absolument génial. Mais pour faire de la viscose de bambou et donc faire du fil qui va pouvoir être ensuite tissé, le problème c'est qu'on fait rentrer en ligne de compte là une industrie chimique qui est beaucoup plus lourde. Et franchement, le gain écologique, on nous a déjà posé la question, nous on refuse d'en faire parce que voilà, le gain écologique, je ne le vois pas. Enfin, voilà, le bambou c'est génial pour des tas de trucs, et franchement oui, mais pour faire de la viscose, moins. Il y a des viscoses qui sont plus intéressantes, le tencel, etc., qui apparemment sont un peu plus propres, on va dire. Mais le bambou, moi ça me pose un vrai souci parce que à la fin, pour faire du fil, on a déployé des moyens qui, enfin, franchement, ça mérite pas d'aller vers là, quoi. Il y a le coton, quand il est bio, etc. Il y a quand même pas mal de possibilités, quoi. Puis ça habille l'humanité depuis quelques milliers d'années quand même, donc ce serait dommage de s'en passer. La rencontre touche à sa fin. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés? Oui. Alors, je vais passer le micro. Oui, bonsoir. Alors moi j'ai une question, c'est peut-être pas dans ce qui était prévu aujourd'hui, mais je voulais parler du commerce équitable, ou en tout cas avoir des renseignements sur le commerce équitable, mais en France. Parce que on connaît aussi qu'il y a quand même pas mal dans le sentier, dans les choses comme ça, des petites mains, surtout chinoises, qui travaillent aussi, qui sont un travail forcé. Il y a aussi, je voulais aussi parler en étant moi-même créatrice, enfin ancienne créatrice, de tout ce développement de personnes qui créent un petit peu chacun de leur côté avec pas forcément une rémunération. Enfin, bon, je voulais savoir s'il y avait des initiatives ou si c'était un peu connu. Alors c'est super que vous en parliez parce que je suis en train de me dire que j'avais oublié une pierre à l'édifice. Le commerce équitable jusqu'en 2014, on ne pouvait pas utiliser ce terme pour des produits français qui étaient produits localement. C'était réprimé par la répression des fraudes. Et la loi ESS, la loi Hamon de 2014, la loi ESS, a élargi la définition et permet l'utilisation de cette terminologie pour des échanges locaux. Donc aujourd'hui, c'est un gros chantier qui est en train de démarrer puisque, comme on le voit, il y a beaucoup de labels qui permettent, qui sont rodés, qui ont 50 ans, qui ont un cahier des charges, la connaissance du terrain, qui ont travaillé sur toutes ces questions-là et donc qui permettent de dire que tel produit est issu du commerce équitable. Pour les échanges locaux, tout ça, c'est en cours. Donc la PFCE que je citais tout à l'heure s'est alliée à la FNAB, la Fédération nationale d'agriculture biologique, et Impact, un réseau d'agriculture citoyenne et territoriale
pour mener ces questions. Donc on est vraiment là sur l'alimentation, sur des produits alimentaires, agricoles. Mais c'est le début, on l'espère, d'une réflexion plus poussée sur d'autres métiers, d'autres corps de métiers, où en fait on retrouve toujours cette même question de la difficulté des débuts, des difficultés économiques pour se lancer, et des fois des difficultés qui peuvent perdurer en fait, où en fait on n'arrivera jamais à poursuivre un projet qui pourtant a des vraies valeurs et vaut le coup d'être suivi, parce que financièrement, malheureusement, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc voilà, sur le secteur agricole, c'est en cours, mais sur d'autres domaines, c'est peut-être à lancer. Hein, voilà. C'est peut-être aussi s'inspirer de ce qui existe dans d'autres domaines pour dire que c'est possible. Mais c'est vrai que généralement, il y a l'idée et il y a le passage à l'acte, justement notamment sur rendre compte d'un produit qui fait partie du commerce équitable pour le consommateur. Ça veut dire peut-être a priori un label, quel cahier des charges, parce que l'environnement, les contextes à l'international n'est pas forcément le même qu'en local. Voilà, donc il y a tout ce travail-là à faire et qui est en cours. Bonjour, je me présente, je m'appelle Sarah Delmas et je suis artisan tapis d'ameublement. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, tapis d'ameublement, c'est tout ce qui est à l'intérieur d'une maison où il y a du tissu, je sais le fabriquer. Donc pour répondre à votre question, en fait, en France et dans l'Europe, dans mon métier, il y a beaucoup de vendeurs de textiles, sauf que maintenant ils exportent beaucoup. Et il y a très peu, moi je voudrais créer mon entreprise sur ces valeurs-là écologiques, environnementales et sociales. Donc au niveau du commerce équitable, c'est inexistant. Il n'y a rien du tout, à part en fait des usines qui ont des siècles et des siècles en France et des maisons françaises continuent à faire fabriquer des tissus en France, dont Dominique Piquet, Manuel Canovas et Pierre Fray. Bien sûr, toutes ces maisons-là sont des maisons haut de gamme ou moyenne gamme qui font que pour l'ameublement. Mais voilà, c'est pas réellement du commerce équitable, c'est des usines classiques avec des ouvrières et des ouvriers qui font imprimer les tissus. Les cotons ou les textiles sont pas obligatoirement bio. Enfin, d'ailleurs, ça n'existe pas le bio à part quelques-uns, mais c'est vraiment minimal par rapport déjà aux textiles, aux vêtements. Il y en a peu. Mais alors dans l'ameublement, il y a peu de choses. Ça se compte sur les doigts d'une main ou même un pouce. Hein. Donc voilà, pour répondre à votre question, au niveau du commerce équitable, dans les textiles, dans l'ameublement, ça n'existe pas réellement. Il y a du Made in France, ça je peux vous l'assurer, c'est garanti. Après, moi je me suis sensibilisée surtout dans l'ameublement généraliste. Par exemple, j'ai rencontré une boîte dans le sud-est de la France où l'usine, ils ont remis à jour le métier des abat-jours. Donc ils ont mis en place des diplômes pour les femmes pour qu'elles apprennent à faire des abat-jours. Ils récupèrent des tissus recyclés, qu'ils recyclent et qui font les abat-jours. Et juste en face, en fait, il y a le chaudronnier qui fait les structures d'abat-jours. Donc c'est un circuit court. C'est une petite boîte très dynamique qui recycle aussi pour faire des petits poufs, des vieux tissus. Donc c'est pas du commerce réellement équitable, mais c'est du circuit court qui fait travailler les gens. C'est pas, si c'est onéreux, mais ça vaut le pesant de ce que ça coûte, quoi. Enfin de ce que c'est fait. Je suis pas très claire, mais vous m'avez compris. C'est un prix juste, on va dire. Voilà. Donc si vous voulez, hop, j'ai le petit nom. Donc ça s'appelle Boboon. Alors, je mets hop. Donc c'est une boîte très sympathique et en plus les créations qu'ils font sont très sympas. Après, au niveau de l'ameublement encore, j'ai rencontré une autre boîte qui s'appelle Pau Paris, qui font fabriquer, par contre là c'est un monsieur qui d'origine slave, tchéquie, ou enfin dans cette partie-là, qui a vu dans ses villages une perdition de l'artisanat, qui a remis en place l'artisanat traditionnel et qui eux font fabriquer des tapis ou des coussins avec des sacs de café, et aussi une partie siège
où c'est des hommes qui réutilisent des vieux bidons pour en faire des assises, des fauteuils. Donc au niveau commerce équitable, c'est les 2 seules entreprises que je connais dans l'ameublement, et dans le textile, ils font voilà, les tapis et les abat-jours. Mais dans le textile pur, par rapport au siège, il n'y a rien. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu réellement à votre question, mais en tout cas, je amène un plus, un supplément de matière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. À Bordeaux, chez Execo. Execo, rue des Bahutiers. Voilà. Sinon, il n'y a pas beaucoup. Alors après, si on présente dans l'expo... Il va fermer? Ah, moi je ne savais pas. Et Being Human, c'est place Fernand Lafargue. Alors c'est un peu particulier, c'est pas du commerce équitable, mais c'est un programme pour aider l'éducation des enfants. Donc en fait, c'est fabriqué dans des conditions décentes. Et après, les bénéfices vont à la scolarisation des enfants en Inde. Voilà, mais pour les hommes, déjà c'est compliqué pour les femmes, mais alors pour les hommes, c'est vrai qu'il y a du boulot. À Toulouse, on a 2 boutiques pour les hommes. Voilà, donc si jamais il y en a qui passent sur... Alors la première boutique, elle s'appelle Éthique et Chic. Éthique et Chic qui fait... alors la deuxième, je ne sais plus, j'y étais lundi pour m'acheter ce pantalon, mais je ne m'en souviens plus. En tout cas, il y a 2 boutiques. Alors une boutique qui est Éthique et Chic qui fait hommes et femmes. Et la deuxième qui ne fait que hommes et qui vend pas mal de vêtements. Alors des fagots, ils ont du Veja, ils ont du Knowledge, ils ont pas mal de vêtements parce qu'ils sont super sympas, de très bonne qualité. Et en plus la personne est voilà, un peu comme Carole et c'est une personne qui est issue voilà, de consommateur qui a voulu créer sa propre entreprise. C'est à la fin. Ouais. Et la deuxième, j'ai plus le nom en tête. Voilà, mais il faut trouver, ouais, à tout. Voilà. Pour terminer, je voulais juste vous dire qu'il y avait la Fashion Revolution Week qui sera du 24 au 30 avril. Aziz en a parlé tout à l'heure, donc le drame du Rana Plaza il y a quelques années qui a fait des milliers de morts au Bangladesh. La Fashion Revolution Week, c'est juste pour dire on n'oublie pas, on met la pression sur les marques. Donc il y a des actions qui sont faites partout en France et dans le monde entier. Donc je vous invite à regarder un peu sur Internet, vous tapez Fashion Revolution Week et vous allez voir un peu des actions faciles à mettre en place pour faire pression sur les marques. Et juste peut-être pour terminer, n'hésitez pas, alors je sais que c'est facile de dire et un peu moins de le faire, mais à interpeller en fait tout simplement aussi les magasins où vous allez acheter en leur disant que vous aimeriez trouver des vêtements plus responsables et plus équitables. On a souvent tendance à se dire qu'on est une personne parmi 6 milliards, hein, certes, mais en fait on a tous un petit pouvoir et il faut en prendre conscience. Voilà. Voilà. Merci à tous et bonne soirée et à bientôt. Et juste pour finir, il y a des documents sur nous. S'il y en a qui veulent en prendre, n'hésitez pas.